Salut à tous, ça fait un moment que je vous la promets et je sais que ça vous intéresse beaucoup. Donc allons-y, je vais vous montrer tout mon setup que vous voyez là derrière, que vous avez pu déjà un petit peu apercevoir dans certaines des vidéos, mais là on va voir tout en détail. Je vais vous montrer et vous expliquer ce avec quoi je travaille tous les jours pour l'édition de mes photos et de mes vidéos. Je vous ai tout listé dans la description de la vidéo si vous voulez les références exactes, mais commençons par les écrans. J'en ai deux. Un 38 pouces incurvé comme écran principal et qui est absolument génial pour travailler en multi-fenêtre lorsque j'ai besoin de suivre un tuto sur Photoshop par exemple, tout en réalisant la manip juste à côté. Mais si j'en voulais un, c'était surtout pour faire du montage vidéo. Depuis des années, j'entends tous ceux qui utilisent un moniteur aussi large dire qu'ils ne pourraient jamais revenir à un écran classique en 16/9. J'ai toujours pensé qu'ils exagéraient un peu, mais à l'utilisation, je me rends compte que c'est totalement vrai. C'est bien plus agréable de travailler sur une timeline que l'on peut étirer autant, et ça m'a fait gagner un temps fou sur mes montages. J'aurais pu me contenter de ça, hein, c'est déjà très bien, mais vous voyez que j'ai mis un deuxième écran juste en haut. C'est le 27 pouces 4K de ViewSonic que je vous avais présenté il y a quelques mois, et je m'en sers pour afficher ma prévisualisation vidéo pendant mes montages. Ça me permet d'avoir mon image en pleine définition et en grand pour voir les moindres détails, et je réserve mon 38 pouces à ma timeline, mes fichiers et mes outils de correction et d'analyse d'image. Donc deux ViewSonic pour un souci de cohérence d'image entre l'un et l'autre, hein, tout simplement, sachant que j'ai sondé les deux dalles afin d'avoir une restitution des couleurs la plus fidèle possible et la plus proche de ce que vous allez voir sur votre écran, ce qui m'est très utile lorsque moi je vais retravailler mon image. Franchement, allez voir la vidéo où je vous parle de ça. Je vous explique qu'acheter un bon écran à un prix raisonnable et le calibrer avec une sonde donne un résultat excellent et évite de payer un moniteur qui coûte le double avec des fonctions qui nous serviront à rien. En ce moment, je vois par exemple plein de monde faire la pub d'un écran BenQ, je crois, compatible Adobe RVB alors que ça sert à rien pour 99% des gens, même beaucoup de ceux qui travaillent la photo et la vidéo. Moi, j'ai préféré m'équiper d'un modèle moins cher, le sonder et travailler aussi bien que si j'avais un écran bien plus cher. N'achetez pas non plus un écran gamer pour faire de l'édition de photos et de vidéos, même si ça peut être tentant, hein, je sais. Je pense par exemple à l'immense écran de Samsung qui fait quoi, 49 pouces je crois, mais qui est pas du tout fait pour ça. Privilégiez l'IPS LCD qui couvre l'ensemble du gamut sRVB, hein, bien évidemment si c'est possible, et avec une cohérence sur l'ensemble de la dalle, au moins pour celui sur lequel vous allez visualiser votre image finale. Moi c'est ce que j'ai. Mon ViewSonic en haut est parfait pour ça, et encore une fois je vous renvoie vers ma vidéo qui vous explique comment bien choisir votre écran pour comprendre toutes les petites subtilités et éviter de gaspiller votre argent. Là où je vous conseille de mettre l'argent que vous aurez économisé par exemple, c'est dans un bureau comme le mien, que je vais aussi bien pouvoir utiliser assis que debout. Les pieds sont motorisés pour le réglage en hauteur, et j'ai un petit panneau de contrôle qui me permet de voir la hauteur sur l'écran, pour pouvoir facilement l'ajuster à une même position par exemple, et aussi de programmer 3 hauteurs en mémoire. Par exemple, si j'appuie sur le 1, le bureau va automatiquement se placer sur ma hauteur pour travailler assis. Le 2 est, lui, configuré pour ma position debout. Pour moi qui passe régulièrement des journées entières à faire du montage, pouvoir alterner entre assis et debout, ça fait vraiment du bien. Dans mon setup de l'année dernière, j'avais un bureau Ikea qui avait ce système-là, mais je trouve qu'avec le temps, il n'a pas hyper bien vieilli, et cette fois-ci, je suis parti sur autre chose, hein, c'est un modèle de chez FlexiSpot, qui est en plus moins cher que le bureau Ikea, donc c'est tout bénef. Et bah, comme tout le reste, hein, je vous mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo si vous voulez la référence exacte. En dessous de l'écran, je vous en ai pas parlé mais c'est super important, c'est mon dock de connexion où sont branchés mes deux écrans. À partir de là, j'ai uniquement un seul câble à brancher à mon MacBook Pro et je suis relié à tout. C'est du Thunderbolt 3, donc pas besoin d'adaptateur pour le Mac. Je me prends plus du tout la tête avec tout ça. Le Mac envoie le signal vidéo et le dock redispatche ça vers les deux écrans, en plus d'alimenter le Mac en même temps. C'est parfait. En plus de ça, en façade du dock, j'ai tout ce qu'il me faut. De l'USB type C, de l'USB A et une prise casque. Et enfin, 2 ports pour une carte SD et une carte micro SD. Donc pour les cartes SD de mes boîtiers photo, pour les enregistreurs des micros ou encore les cartes micro SD de mes drones, et ben j'ai tout pile en face de moi, juste au-dessus du clavier, c'est très rapide, très facile d'accès, c'est en permanence sous mes yeux. Et encore une fois, ça m'évite d'avoir besoin d'utiliser des adaptateurs. Au dos, j'ai aussi de l'Ethernet, du Thunderbolt, plein de ports USB. Bref, je vous laisserai aller regarder la référence que je vous ai mis en description de la vidéo pour tous les petits détails. Voilà pour l'image.
Et pour l'audio, ce sont deux enceintes de monitoring de chez Yamaha que j'utilise, les HS5. Contrairement à des enceintes que l'on utiliserait de manière classique pour écouter de la musique chez soi par exemple, celles-ci elles ne vont pas avoir un son chaleureux, coloré, avec des basses très présentes par exemple. Non, c'est pas le but. Là, l'idée c'est de reproduire un son le plus neutre possible, le plus fidèle à la réalité pour pouvoir faire les ajustements nécessaires au montage pour que le son soit le meilleur possible. Alors c'est pas du tout le très haut de gamme des enceintes de monitoring, mais moi l'audio c'est loin d'être mon domaine d'expertise. Ce qui n'empêche que j'ai tout de même besoin de quelque chose de sérieux, qui tienne la route pour pouvoir faire correctement mes montages et avoir quelque chose de fidèle. Et ces enceintes-là, qui ont un prix relativement abordable, moi, me conviennent parfaitement. Bon, là, elles sont un petit peu proches du mur, parce que j'ai poussé le bureau pour faire cette vidéo, que j'ai pas une pièce immense non plus. Mais tout ça pour vous dire que si la réponse en haute ou bien en basse fréquence vous semble pas totalement satisfaisante à cause de la disposition dans la pièce, eh bien il est possible d'ajuster ça. Je les trouve très classe en blanc, et je les ai posées sur des supports pour atténuer les vibrations et qu'elles ne soient pas posées directement sur le bureau. Je vous mets aussi un petit lien dans la description pour ça aussi. Ça me permet que les tweeters des enceintes soient pile au niveau de mes oreilles, ce qui est le positionnement idéal. Quand je travaille le son au casque, c'est le DT770 Pro que j'utilise. Je l'ai depuis 5 ans environ, la mousse est toujours comme neuve, et il est super, vraiment confortable quand on le porte, ce qui est important lorsque l'on passe des heures sur un montage par exemple. Alors pour être parfaitement honnête avec vous, lorsque je l'ai pris il y a un paquet d'années, je l'ai choisi uniquement parce que je le voyais dans absolument toutes les émissions de radio filmées que je voyais. Alors réflexion pas hyper intelligente du tout, hein. N'achetez jamais quelque chose parce que vous voyez que tout le monde l'utilise, c'est absolument pas un gage de qualité. Sauf que là, pour le coup, je suis bien tombé. C'est un très bon casque. Et je le pose sur son support en aluminium lorsque je ne l'ai pas sur les oreilles. Alors que ça commence à faire pas mal de poids sur le bureau, hein, mais ça l'empêche pas du tout de pouvoir s'élever avec le système de motorisation. Voilà, juste pour vous dire que ça supporte quand même un gros poids. Et petite chose aussi, vous voyez que derrière mes écrans, c'est du bleu comme lumière. Je pense que vous l'apercevez, hein. Mais je peux changer ça, je peux par exemple passer sur du vert, sur quelque chose d'un petit peu plus chaud, sur du rouge par exemple. C'est les Philips Uplay qui me permettent ça, dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo il y a aussi plusieurs mois. Donc au lieu de les poser à la verticale ou même à l'horizontale sur le bureau, ce qui est pas forcément super esthétique, moi je les ai fixés au dos de mon écran incurvé. Ça permet de donner une petite ambiance sympa, et je peux aussi les programmer pour que la couleur change automatiquement en s'adaptant à la couleur de la vidéo ou bien du film que je suis en train de regarder. C'est super cool, et bref, allez voir mon autre vidéo où je vous en parle en détail. Clavier et souris, c'est toujours les mêmes que les années précédentes et ce qui existe de mieux aujourd'hui pour travailler, je trouve. La MX Master 2S, souris de Logitech qui a une excellente prise en main, plein de boutons programmables et une molette pour se déplacer dans la timeline rapidement lorsque l'on fait du montage, ce que j'adore. Mon clavier, c'est le Craft de Logitech aussi. J'aime beaucoup la course des touches, le pavé numérique est pratique à avoir, ainsi que la molette qui me sert moi à modifier le volume. On peut aussi l'appairer à 3 appareils en Bluetooth et on passe rapidement de l'un à l'autre. Ça peut être pratique si vous avez un PC fixe, un portable et une tablette par exemple. Son autonomie est monstrueuse, il se recharge en USB type C. Bref, impeccable pour moi, c'est, je trouve, le meilleur clavier si vous n'êtes pas gamer. Et enfin, j'ai ce double chargeur à induction qui me permet de charger en simultané mon smartphone et mes AirPods avec leur nouveau boîtier. Vu qu'Apple ne sortira jamais le sien, je trouve que c'est une alternative sympa. Je vous mets aussi son lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Et j'en profite pour répondre à peut-être la question qui m'est le plus posée. Quel smartphone j'utilise? Alors ma carte SIM perso est dans mon iPhone 10. Oui, le 10, hein, pas le 10S. J'avais pas le besoin, ni forcément l'envie, et non plus le budget, hein, il y a un moment, faut pas déconner. Donc je verrai ce qu'ils vont faire l'année prochaine, mais pour l'instant, le 10 tourne encore parfaitement, et moi, me va très bien. Ma SIM Pro, elle, est dans le Galaxy S10 Plus de Samsung, mon smartphone Android préféré sorti cette année. Je vous ai expliqué pourquoi dans ma vidéo de test que vous pouvez aller voir si vous voulez plus de détails là-dessus. Je fais la plupart de mes photos et vidéos avec. Il est très polyvalent et très bon pour ça. Il est agréable à utiliser. Bref, c'est une vraie réussite et moi je l'adore. J'aurais pris le S10 si son autonomie avait été meilleure. Je préfère le petit format passe-partout, facile à mettre dans une poche. Mais j'ai besoin de cette grosse autonomie. Donc voilà le pourquoi du comment. Pour terminer, j'utilise Final Cut sur macOS pour le montage vidéo, et pour la photo, c'est Lightroom et Photoshop, des classiques mais efficaces. Bon bah voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour.
Tout est listé en description de vidéo et si vous voulez savoir ce avec quoi je filme, et bah cliquez juste ici sur la petite fiche. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!